l'enjeu, dans ces 1000 premiers jours, finalement, c'est de comprendre le lien entre les environnements dans lesquels, les conditions de vie, les environnements dans lesquels les enfants arrivent. Et c'est vrai que cette notion des 1000 premiers jours a émergé dans les années 2005-2007 avec différentes revues de littérature. Alors pourquoi 1000 premiers jours? Ça vient d'être dit, c'est une période cruciale pour le meilleur départ possible dans la vie. Le premier épidémiologiste, David Barker, qui dans les années 80 a compris qu'il y avait un lien en fait entre ces premières données, c'était entre le point d'un enfant à la naissance et les risques de décès par maladie coronarienne à l'âge adulte de ces mêmes enfants. En 2008, une revue spécialisée publiée par le Lancet a montré l'importance cruciale de la nutrition maternelle et infantile durant les 1000 premiers jours de la vie des enfants pour les pays en voie de développement, avec les retentissements que cela pouvait avoir à l'âge adulte. Et donc, de plus en plus, on a eu un corpus de connaissances qui continue aujourd'hui à être extrêmement dynamique sur l'impact, en fait, sur les parcours singuliers de vie de l'environnement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fois la dimension biologique singulière, mais de plus en plus, on comprend que l'interaction avec son environnement dès la vie fœtale va, comme disent les épigénéticiens, entrer sous la peau de l'individu et en fait avoir une influence sur l'expression génétique. Donc la fonction du gène, c'est l'épigénétique, et l'existence même du gène, c'est la génétique. Et donc, il y a de plus en plus aussi d'études qui vont regarder non seulement les conséquences sur la biologie de l'enfant, mais également sur ses interactions sociales, sur ses capacités à entrer en relation avec les autres. Tout récemment, l'OMS a traduit tout ce corpus de connaissances en guidelines pour, en effet, essayer de guider l'ensemble des professionnels du champ sur l'intervention la plus précoce possible, les recommandations, comment, on va le voir, mettre en œuvre les principaux déterminants et les principales actions qui peuvent avoir une influence importante pour soit renforcer des facteurs protecteurs, soit réduire des facteurs de risque et donc ainsi infléchir finalement les conséquences à l'âge adulte d'événements adverses précoces, et on va le voir, cela peut être des événements tout à fait importants. L'autre chose qui est importante, c'est que l'OMS le rappelle, c'est le premier environnement proche de l'enfant. Ça peut paraître une porte ouverte, mais c'est la famille. La famille au sens où elle va être là pour porter cette attention chaleureuse qui va permettre de répondre, d'abord détecter les besoins de l'enfant, ce qu'on appelle les signaux de stress, voire de détresse, et pouvoir y répondre au quotidien. Ici, nous avons travaillé en lien avec l'université d'Harvard qui a proposé ce modèle et dans l'unité, on a traduit en français ce modèle. Alors, je vais essayer, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Oui, super. Donc, vous avez ici la trajectoire de l'individu, donc de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et comme je le disais, finalement, classiquement, on connaît bien ça. Quand on travaille dans la santé, c'est le développement. Et c'est finalement la biologie de la santé qui se met en place en s'adaptant tout simplement aux événements physiologiques, ici, perturbations, et qui vont s'incorporer pendant cette période sensible du développement, d'où cette nouvelle science, si je puis dire, depuis quelques années, qui s'appelle l'épigénétique et qui travaille sur ces éléments-là. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a plusieurs dimensions, en fait, de ce qu'on appelle le stress, qui est un mot très vulgaire presque aujourd'hui dans la vie quotidienne. Ici, quand on parle de stress, il s'agit du niveau de stress qu'on appelle toxique, c'est-à-dire pour lequel l'individu n'a plus les capacités de mobiliser des ressources et répondre aux événements. Si j'ai oublié mes clés ce matin, je vais avoir un stress aigu, mais je vais être en capacité soit de me débrouiller tout seul, aller chercher mes clés, soit de demander du soutien et finalement retrouver mon chemin. Donc là, c'est ce qu'on appelle le stress tolérable. C'est ce qu'on vit tous au quotidien. Une femme qui vit dans une situation précaire
par exemple, ou de violence intrafamiliale, va être dans un niveau de stress où ses capacités vont être complètement noyées. Et lorsqu'elle est enceinte, les conséquences de ce stress toxique, et notamment des niveaux très élevés de cortisol et d'autres hormones, vont avoir une influence sur le développement de la biologie de l'enfant. Et c'est vraiment ça qu'on regarde quand on parle d'incorporation et de changement finalement de trajectoire par ce stress toxique. Ce qui est encore plus important, c'est de comprendre que c'est cumulatif dans le temps. C'est-à-dire plus l'intensité du stress et la durée pendant laquelle la mère, le bébé puis l'enfant vont être soumises à de telles intensités de stress qu'ils seront en incapacité, sauf s'ils obtiendront de l'aide, et c'est tout l'enjeu de cette période de mi-jour, c'est comment dépister ces situations de vulnérabilité psychosociale pour pouvoir intervenir au plus tôt et changer la trajectoire en atténuant les effets, voire en réparant complètement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que grâce à la malléabilité finalement du fœtus et du bébé, au moins dans les 1000 premiers jours, mais encore heureusement après, mais c'est vraiment déterminant les 1000 premiers jours parce qu'on peut vraiment réparer des dégâts, notamment sur le développement cérébral. Comment on fait ? D'abord, Harvard a proposé 3 piliers fondamentaux de la santé. C'est ici, c'est fournir au bébé, à sa naissance, une relation suffisamment attentionnée, chaleureuse, qui va lui permettre à la fois de reconnaître les signaux et d'y répondre moment après moment au quotidien. Pour cela, la majorité des parents y arrivent. Certains parents sont en grande difficulté. Là encore, il y a besoin de sécuriser ces parents pour pouvoir les aider. Deuxième pilier, c'est les environnements physico-chimiques, prévenir les accidents de la vie courante, de la vie domestique, mais aussi les polluants. On découvre de plus en plus les impacts, notamment des perturbateurs endocriniens. Il y a énormément de recherches. Je dirais que c'est vraiment un iceberg. On connaît encore très peu les effets des perturbateurs endocriniens à long terme. On a évidemment beaucoup de recherches qui nous disent que c'est pas bon, mais néanmoins c'est quand même très compliqué au quotidien. Nous sommes ici dans une salle où il y a énormément de perturbateurs endocriniens, par exemple. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, comment on fait? Les questions de recherche sont énormes, les enjeux sont énormes, et on voit bien que heureusement c'est pas le seul pilier fondamental de la santé. Le troisième, c'est évidemment et je pense que c'est un sujet important pour nous aujourd'hui, c'est pour l'enfant, pour le bébé, dès la vie fœtale bien entendu, et donc l'alimentation de la mère qui est fondamentale ici, une nutrition adaptée pour l'enfant au fur et à mesure de son développement. Pour cela, c'est ce qu'on appelle ici un modèle socio-écologique en fait, c'est que pour protéger et permettre que ces déterminants de la santé puissent se retrouver, il faut pouvoir ici retrouver les conditions chez les adultes en fait qui vont être en responsabilité vis-à-vis des enfants. Et donc c'est comment on peut aider les adultes qui sont en difficulté à mobiliser ces ressources, y compris les aider au niveau financier. On sait aujourd'hui que, ça, encore, peut-être j'enfonce une porte ouverte, mais il y a des études qui montrent que si on aide financièrement des parents, eh bien, évidemment, ça va avoir un effet sur leur capacité à être plus disponibles, à avoir moins d'inquiétude et de se sentir plus compétents vis-à-vis de la responsabilité de leurs parents. Et donc, pour ça, il y a des professionnels qui peuvent aider, et il faut aussi sécuriser les professionnels. Donc on est vraiment dans un ensemble de poupées gigognes. Pour sécuriser un bébé, il faut sécuriser les parents, la maman. Le papa, il est là, ou l'autre parent, pour sécuriser la maman. Souvent, on nous pose la question, c'est quoi le rôle du père? C'est quoi le rôle de l'autre parent? Ben, c'est d'être là. J'ai souvent tendance à répondre ça. Et être là, ben, c'est fondamental, parce qu'on partage ensemble, y compris l'inconnu, y compris les difficultés, mais au moins, on sort de l'isolement. On sait aujourd'hui que l'isolement est probablement un des déterminants majeurs de la santé ou des effets délétères sur la santé. Et donc pour ça, il faut des politiques, il faut des programmes de santé qui vont permettre à la fois de fournir ou de réduire les risques de ces situations adverses et de stress, et également, comme je le disais, sécuriser les professionnels. Alors là, je vais passer finalement assez vite parce que
C'est tout ce que je viens de dire. Il y a quantité maintenant d'évidence et de revues de littérature. Ici, Sonia Lupien, qui est une chercheuse de renommée internationale, qui a créé le Centre d'études sur le stress humain, et qui a fait une revue de littérature en 2009 qui montre les effets du stress sur tout cet ensemble de trajectoires de vie et qui dit évidemment que l'exposition, ce que je disais tout à l'heure, à un stress chronique, donc toxique, faut bien comprendre, c'est pas encore une fois le stress de la vie quotidienne quand on est capable de mobiliser ses ressources et d'y répondre, c'est quand on est complètement dépassé. Alors, il peut y avoir une influence directe sur le développement du cerveau. Il y a eu des études assez extraordinaires qui ont pu montrer, par exemple, des femmes en situation de stress post-traumatique du fait de la guerre, des enfants qui naissaient avec une quasi-atrophie du cortex préfrontal, avec des soins adaptés, notamment, vous savez, c'est le pot à pot, des soins extrêmement attentifs. On a pu voir qu'en très peu de temps, le cerveau se reconstruisait. Donc on peut réparer à condition d'intervenir très vite. C'est fondamental de bien connaître ça pour pouvoir mettre en place, lorsqu'on sait qu'il y a des situations compliquées pour des femmes, quand on les dépiste, de pouvoir réduire un certain nombre d'effets neurodéveloppementaux. Ici, quelques-uns. Vous voyez qu'on étudie à 6 mois de l'enfant, à 5 ans, à 10 ans. On a aujourd'hui des cohortes qui commencent à avoir des données sur des adolescents, voire des jeunes adultes, sur finalement les différences de trajectoire, si on a pu intervenir, si on n'a pas pu intervenir chez les prématurés, chez les enfants naissant à terme. Donc on va trouver en effet tout un cortège potentiel. Alors évidemment c'est une augmentation de risque, il ne s'agit pas d'avoir une vision individuelle, vous le savez, on fait de la santé publique, donc c'est à l'échelle populationnelle, ce sont une augmentation de risque ou de probabilité, il ne s'agit pas de faire du déterminisme, mais quand même, la bonne nouvelle c'est que si, encore une fois, on offre des soins optimaux, on va réduire les effets de ce stress toxique. Notamment, ici, on voit qu'on peut doser le cortisol et on va retrouver, avec des soins optimaux, des niveaux de cortisol physiologiquement normaux. Il y a donc une interaction entre le biologique, le neurocognitif et le social. Ça, c'est ce que nous apporte l'épidémiologie sociale et l'épigénétique. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que c'est ça les enjeux des 1000 premiers jours. Nous sommes des individus qui naissons avec un capital génétique, on arrive dans un environnement, et en fait, c'est cette interaction avec l'environnement qui va nous façonner. Alors évidemment, ce qui est important de comprendre, c'est que rien n'est joué. Comme dit Boris Cyrulnik, rien n'est joué avant la mort, donc on a le temps. Mais quand même, les 1000 premiers jours, c'est le moment où probablement on va être d'autant plus efficace si on intervient tôt, si on dépiste, encore une fois, des vulnérabilités, du fait même que l'on est dans une période où il y a une forte malléabilité, les organes se développent, le cerveau se développe. Tout ça, il y a une société savante qui s'appelle la société, la DOAD, sur l'origine développementale de la santé et des maladies, l'épigénétique. Énormément de chercheurs travaillent là-dessus. Je vous ai juste souligné en bas ici l'importance en fait de la précarité, des vulnérabilités psychosociales sur le développement cognitif, notamment. On a maintenant pas mal de données qui nous montrent que les organes vont se développer de manière un peu différente en fonction des vulnérabilités psychosociales, dans la mesure où on ne vient pas les atténuer par des soins, encore une fois, adaptés, ou des soutiens de ses mères et de ses parents adaptés. Donc, ça a été dit aussi dans l'introduction, intervenir dans la période périnatale, eh bien, ça peut influer, ça peut infléchir des parcours peut-être plus difficiles. Et donc, c'est vraiment important, encore une fois. On a aujourd'hui des données qui nous montrent que des maladies chroniques comme le diabète, comme certains cancers, comme les maladies cardiovasculaires, peuvent avoir un ancrage dans cette période-là. Également, la violence, le fait de subir de la violence ou de perpétrer des actes de violence. On commence à avoir des données qui montrent que ça peut avoir un ancrage là aussi dans peut-être le fait de ne pas avoir reçu
d'attention suffisante dans la naissance. Donc, l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que non seulement ça va agir sur l'individu, mais sur les générations futures. Et c'est ça que nous amène aussi l'épigénétique, c'est qu'il y a une transmission intergénérationnelle des effets des 1000 premiers jours. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut intervenir. La préparation à la naissance, on commence à essayer de disséminer ces connaissances-là parmi les professionnels, notamment les sages-femmes qui font de la préparation à la naissance. C'est important, elles le savent évidemment. Lorsqu'il y a des schémas qui ne sont pas bénéfiques en fait pour la santé, c'est de voir comment on peut travailler à une prise de conscience et voir qu'est-ce qui est possible, accessible. Encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, mais c'est intéressant de comprendre que l'adversité dans l'enfance, ici vous avez un papier tout récent qui est une revue aux États-Unis. Vous voyez, je vous laisse découvrir les résultats qu'ils ont obtenus. 15% du total de la mortalité aux États-Unis liée à de l'adversité dans l'enfance. Les causes de décès étaient plutôt maladie cardiaque, cancer et le suicide. Je fais juste un petit détour. Je ne sais pas si vous le savez, mais la deuxième cause de mortalité maternelle en France, c'est le suicide. Donc je pense que vous ne le saviez pas quand je vois vos visages. Mais voilà. Donc ces questions de santé mentale pendant la grossesse sont vraiment très très importantes. Alors évidemment, là aussi je citerai encore Boris Cyrulnik, avec qui on a beaucoup discuté ces derniers temps. On ne peut pas arrêter les guerres. Vous voyez les sources de stress, je n'ai pas besoin de vous faire la liste de ce qui peut être cause d'adversité. Néanmoins, les systèmes de protection, comme on peut avoir en France, peuvent permettre d'atténuer à condition que toutes les femmes, toutes les familles aient accès en temps et en heure à l'ensemble des soins qui seraient nécessaires pour tenter d'atténuer des situations de vulnérabilité psychosociale. Un point important, et on est là aussi pour peut-être en débattre, c'est le lien de confiance avec les professionnels. C'est très très important parce qu'à tout moment, en fait, peut émerger une histoire singulière grâce à ce lien de confiance et de savoir qu'on peut orienter ces mamans-là et que c'est important de les orienter tôt et que c'est important de les soutenir. Ça peut être tout à fait intéressant, même si on n'est pas directement en fait lié, quel que soit notre travail au quotidien, même si on n'est pas directement en charge en fait de ces situations-là. Le fait de savoir que on peut soutenir et se faire sortir de l'isolement. Et on sait aujourd'hui aussi que c'est d'autant plus difficile quand on est en difficulté de demander de l'aide. Donc il ne suffit pas de dire sortez de l'isolement, tout va bien, tout ira bien. Mais c'est comment on accompagne en fait, et c'est grâce à ce lien de confiance qu'on peut permettre à certaines personnes d'oser demander de l'aide, d'oser dire que ça ne va pas. Une autre manière de réduire un peu les conséquences, c'est de permettre à chaque individu d'agir pour sa santé. Et agir pour sa santé, souvent, ça commence par de l'information fiable. On a beaucoup d'informations quand on est enceinte, quand on attend un enfant. De plus en plus avec les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, c'est très bien d'avoir beaucoup d'informations. La difficulté, c'est la cohérence des informations. Disposer d'informations fiables, c'est ce qu'on essaye de faire. On vient de créer, mettre en ligne un site internet et on va lancer une grande campagne le 3 novembre pour pouvoir orienter les parents vers de l'information fiable. Et on a besoin de vous pour enrichir cette information sur la santé bucco-dentaire. Donc voilà, là, c'est les travaux du prix Nobel James Heckman qui montrent à quel point c'est important. Alors, le retour sur investissement est peut-être un terme en France qui peut choquer, mais c'est intéressant de comprendre quand même que c'est d'abord un coût pour l'individu, un coût sur le fait de vivre des parcours difficiles. Alors ici avait été étudié, vous voyez, non seulement la réduction du fardeau des maladies chroniques chez les adultes pour la société, mais aussi les coûts des systèmes judiciaires carcéraux. J'évoquais tout à l'heure la question de la violence dès l'adolescence, et donc ici étaient étudiés les emprisonnements dès l'adolescence.
Donc, comme je disais, ce qui est important, toutes ces connaissances nous permettent ensuite d'essayer d'engager de l'action. Et c'est un peu l'objectif, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de ce colloque. C'est quelle piste on peut tracer. Et donc, c'est vrai que c'est essentiel à la fois d'avoir ces connaissances, mais aussi de les intégrer contextuellement dans notre contexte en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer, comprendre quels sont les besoins, quelles sont les attentes, quels sont les parcours, quelles sont les expériences de la parentalité. On a encore besoin de beaucoup de données. Il nous manque des données. On a aujourd'hui beaucoup de données en morbimortalité, d'épidémiologie. Elles sont très importantes et elles nous servent à nous guider. On va construire dès l'année prochaine des données à l'échelle nationale pour mieux comprendre en fait les parcours aussi d'expérience, si je puis dire, de la parentalité, à la fois pour mieux orienter les actions efficaces, ce qu'on appelle les interventions probantes, visant à renforcer les capacités des mamans, des parents, pour mobiliser leurs ressources qui sont naturelles, mais en fonction des parcours, elles peuvent être très cachées au fond, si je puis dire, de nos capacités. C'est ce qu'on appelle les life skills en anglais, les compétences ou habiletés psychosociales, comme vous voudrez. Et puis, encore une fois, trouver des moyens de réduire du mieux possible l'impact du stress toxique. On ne peut pas réduire le stress, on ne peut pas réduire les événements, on ne peut pas les empêcher. Par contre, on peut essayer de travailler collectivement à en réduire les impacts à l'échelle sociétale. Là, je vais passer peut-être plus vite. C'est pour expliquer ce que c'est, ce qu'on appelle les compétences parentales. Je voulais juste dire un mot là-dessus. C'est que quand on s'intéresse aux 1000 premiers jours, si j'ai un message peut-être à transmettre, c'est qu'on s'intéresse à des enfants qui ont 2 ans. On n'éduque pas des enfants entre 0 et 2 ans. On leur apporte du soin. Et ça, c'est vraiment important. On essaie de plus en plus de travailler sur la question des violences éducatives ordinaires. Et la violence éducative ordinaire, ça commence tout simplement par une incompréhension de ces dimensions, ici, des compétences parentales. Le soutien, c'est une attention positive, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, c'est la rencontre, c'est découvrir finalement cette relation entre l'adulte et l'enfant. Et trop souvent, en fait, on est déjà malheureusement dans l'éducation. Et dès qu'on est dans l'éducation, alors que ce contrôle vient un peu plus tard, il faut savoir qu'un enfant jusqu'à 5-7 ans n'a pas de maturité au niveau émotionnel. Donc quand un enfant mord, crie, piétine, se roule par terre, c'est tout simplement parce qu'il est en panique. Même si c'est vrai qu'on peut avoir, parfois on dit mais il est capricieux, il nous fait quelque chose. Non. Donc construire des environnements favorables en développement des compétences psychosociales nous a été confié dans le cadre du projet gouvernemental des mi-jours un travail autour des interventions précoces à domicile, à la fois le recensement de ce qui se fait sur le terrain, une revue de littérature, et donc on va élaborer un guide conseil pour les professionnels qui interviennent à domicile pour essayer de leur donner quelques points de repère sur qu'est-ce que pourrait être une visite à domicile qui permettrait en fait d'être efficace en termes de soutien pour les parents et pour remobiliser leurs ressources et mieux s'en sortir en termes d'impact du stress toxique notamment. On a un partenariat avec l'initiative Hôpitaux Amis des bébés qui est en fait une démarche qui a été évaluée, qui est ce qu'on peut appeler une intervention probante aussi. C'est tout un programme de soins centré sur l'enfant et sa famille, à la fois pour favoriser l'attachement parent-enfant, notamment s'intéressant aux grandes fragilités, comme par exemple la prématurité. Travailler aussi à l'amélioration des compétences des professionnels qui travaillent pour aussi harmoniser les pratiques, travailler en réseau et organiser ce réseau de proximité qui, là aussi, est une clé pour sécuriser un peu plus les parents dans un parcours le plus cohérent possible. En tout cas, c'est ce qui est visé. On travaille à construire aussi un véritable réseau national de santé publique dans lequel, sur un certain nombre de paramètres ou de points comme la bientraitance, la santé-environnement, les questions de tabac, par exemple, ou d'alcool. Également, travail sur la sensibilisation à l'utilisation des écrans. Je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que c'est un sujet qui émerge beaucoup. Il y a une chose intéressante, c'est que les bébés n'ont absolument pas besoin des écrans pour interagir. Néanmoins, les parents sont
excusez-moi le terme, pollués par les écrans. Et la question, c'est d'interroger, finalement, d'aider les parents à s'interroger sur leur relation aux écrans quand ils sont en présence de leur bébé. Il ne s'agit pas d'interdire les écrans, ce serait complètement fou, au vu surtout des 2 années qu'on vient de passer, où là encore ce colloque se passe via, pour beaucoup de spectateurs, à travers les écrans. Et on peut imaginer que pour les personnes qui travaillent à domicile, c'est facile de comprendre quand ils ont un bébé que ça va être difficile de cacher l'écran au bébé. Par contre, quand on s'intéresse au bébé, d'essayer de laisser l'écran de côté, c'est déjà un premier pas d'harmonie, je dirais, vers un certain équilibre. Parce qu'un enfant qui est devant un écran va se retrouver avec quelque chose qui ne va pas interagir en fait avec lui. Et là aussi, ça perturbe grandement ses capacités à se développer comme un être social, tout simplement. Mais on n'a pas encore de cohortes ou de données qui nous disent vraiment ce que ça peut apporter. On peut penser aussi, d'ailleurs, qu'au vu de la malléabilité, finalement, du cerveau, que peut-être que les adultes de demain se débrouilleront beaucoup mieux que moi avec un écran. Donc voilà, juste pour vous dire que on a créé un site internet qui s'appelle 1000premiersjours.fr, avec plusieurs entrées. On l'a construit sur ces piliers fondamentaux que je vous ai montrés sur le modèle d'Harvard tout à l'heure, avec les grands thèmes, les grandes rubriques, mais en rajoutant aussi une rubrique sur comment être accompagné. Et puis une entrée, une entrée ici, ce sont des espaces de vie en fait, où on va aller cliquer et essayer tout simplement d'avoir quelques informations dans sa vie quotidienne, comment réduire les perturbateurs endocriniens, comment en profiter dans une interaction, par exemple, quand on change son bébé. Il y a aussi la possibilité d'entrer dans cette interaction avec le bébé et finalement, lorsqu'on comprend que le bébé, lui, a une espèce d'explosion de connexions, on parle d'1 million de connexions par seconde quand même. Je ne sais pas comment ils comptent, mais c'est la dernière mise à jour d'Harvard. Donc on voit qu'il y a une malléabilité telle que c'est intéressant quand même d'interagir avec son bébé à ce moment-là. Et donc pour terminer, pour vous annoncer une campagne, alors Pro, elle a déjà démarré avec un colloque le 23 septembre qui est en ligne. Vous pourrez retrouver toutes ces données sur YouTube ou sur le site de Santé publique France et du ministère, avec un certain nombre d'interventions qui refont le point sur les connaissances scientifiques dont je viens vous dresser un portrait. Et puis une campagne de grand public qui démarre la semaine prochaine avec des spots télé, radio, digital. On ne donne pas de conseils, on ne dit pas comment il faut faire, on propose juste de susciter la curiosité des parents sur ce sujet. On aimerait les années suivante, aller vite vers une curiosité de l'ensemble de la société pour une mobilisation sociétale et essayer de faire que ensemble on puisse travailler à un meilleur accueil des bébés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Cardozo, pour cette présentation très détaillée qui nous permet d'entrer vraiment dans la discussion ce matin. On vous propose d'interagir si vous le souhaitez. Vous nous faites signe et puis on vient à votre rencontre avec un micro. Merci de vous présenter en 2 mots quand vous prenez la parole. Ça permet de savoir d'où vous parlez. Docteur Anna Beneniso, vice-présidente de l'UFSBD. Moi, j'étais très frappée dans la préparation qu'on a faite, justement, sur cette notion du stress qui avait eu un impact. Alors, bien sûr, depuis longtemps, nos grands-mères nous disent il faut s'être bien quand tu es enceinte parce que ça peut avoir un impact sur le bébé. Mais finalement, ça restait de l'histoire, quelque part. Là, maintenant, on a vraiment une preuve scientifique. Et alors, moi, en tant que chirurgien dentiste, je me pose la question, parce que j'ai reçu, et puis je pense que ceux qui sont là l'ont eu aussi, des femmes enceintes qui arrivent avec une douleur chronique, parce qu'elles n'ont pas soigné leurs dents au bon moment, qu'elles ont pensé que ça attendrait, qu'en fait, ça attend pas. Et elles arrivent avec cette douleur qui peut devenir très aiguë, être chronique quand même déjà depuis longtemps,
et qu'on ne peut pas soigner vraiment parce qu'on n'a pas le droit de mettre des anti-inflammatoires, des trucs comme ça. Donc, on leur donne que du Doliprane. Franchement, quand vous avez très mal aux dents, le Doliprane, c'est pas grand-chose. Donc, c'est un vrai souci pour nous, praticiens, parce qu'on n'a pas de moyens vraiment de les soulager, pas toujours efficacement et pas toujours rapidement. Et quand vous parlez de ce stress, quand on en a parlé ensemble, vous avez bien fait la différence. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un peu ce contexte. Merci beaucoup. C'est vraiment une question importante pour bien comprendre de quoi on parle. Merci encore pour cette question. Quand on parle de stress, on a plusieurs niveaux. Il y a le stress, par exemple, d'arriver en retard ici ce matin. C'est un petit stress, on va sentir le cœur qui bat vite, on peut avoir les mains moites. C'est le stress qu'on connaît tous les jours. Ça peut être une douleur aiguë. On va avoir les capacités, en principe, à revenir à un état basal. Quand on revient à l'état basal, il n'y a plus de sécrétion de cortisol. Le cortisol ne passe pas de manière brutale par la barrière placentaire. On sait qu'il y a une partie, probablement 20% du cortisol, qui va passer dans la barrière placentaire, et c'est ce que va régurgiter lorsqu'il va avaler, en fait, le bébé, le fœtus va avaler du liquide amniotique. C'est à ce moment-là qu'on va avoir du cortisol. Donc il faut quand même une certaine intensité et une certaine durée. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre chose, c'est évidemment, ça va être renforcé par le fait qu'on ne va pas être en mesure de prendre en charge cette hyperstimulation pour revenir à un état physiologique. Donc ce qui est important, c'est pas tant... les événements, encore une fois, sont inévitables. Par contre, c'est comment on va essayer le plus vite possible de ramener à un état... qui ne soit pas producteur, si je puis dire, de cortisol, de catécholamine, etc. Donc, encore une fois, on est plutôt sur un stress de type conditions de vie défavorables qui vont entraîner en permanence une insécurité. Donc, c'est très différent quand on a une douleur chronique et qu'on sait qu'on va être pris en charge. Bien sûr qu'on va souffrir, mais on a peut-être moins ce niveau d'anxiété qui va contribuer. Tout ça est assez théorique. On est sur des modèles théoriques. Je n'ai pas aujourd'hui de données linéaires qui vont nous dire exactement. Donc il faut être prudent aussi sur l'interprétation de ces questions de stress toxique. Et encore une fois, on est à l'échelle populationnelle. Et je ne vous réponds évidemment pas à l'échelle individuelle. On sait non seulement que les adultes n'ont pas du tout la même réaction vis-à-vis du stress. Ce qu'on sait aujourd'hui et qui est absolument extraordinaire, c'est que les bébés, y compris intra-utérins, ont déjà un tempérament avec une manière différente d'engager leur système de réponse qui est extrêmement puissant. C'est aussi pour ça qu'il faut faire quelque chose, si je puis dire, parce que notre système de défense du stress est extrêmement puissant. C'est ce qui nous permet de survivre la survie de l'espèce. Et vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Cardozo, cette période cruciale, c'est presque les Jeux Olympiques pour les parents, d'où l'appel à la mobilisation générale, quoi. C'est ça, à 360 degrés, presque autour de ces parents qui doivent gérer beaucoup de choses et pour qui, parfois, la santé bucco-dentaire et d'autres aspects n'est pas forcément prioritaire. On a été frappé par une étude l'année dernière qu'on a menée. On a interrogé les parents sur leurs attentes, besoins d'information. 50% d'entre eux disaient que la première source de pression, c'était eux-mêmes. 70% lorsqu'ils étaient en situation d'isolement. C'est-à-dire cette volonté de bien faire, cette volonté de réussir les 1000 premiers jours, le parcours. Donc je pense ça nous attire aussi l'attention, la manière dont on en parle. Quand on parle de parcours des 1000 jours, il ne s'agit pas d'un résultat à attendre. On n'a pas un certificat de bon parcours de 1000 jours. Donc je crois que collectivement, on a surtout besoin de comprendre qu'il faut sécuriser les parents, sécuriser les femmes en situation de vulnérabilité psychosociale. Encore une fois, la violence intrafamiliale a différentes formes. Comprendre, la connaître et repérer des situations, ce n'est pas que des coups, ce n'est pas que des bleus. C'est aussi l'humiliation permanente. Donc il y a un vrai sujet sur la compréhension des signes de détresse. Et il y a aussi, vous l'avez dit, ce lien de confiance qui ne se décrète pas, qui se construit. Est-ce qu'il peut se construire plus facilement à cette époque-là, à cette période-là ?
On en a besoin. Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais il y a encore plus besoin, certainement. La question derrière, c'est est-ce qu'il y a une fatalité ou pas lorsqu'on est adulte et qu'on devient parent et que le lien de confiance n'existe pas? Vous dites non. Non, aucune fatalité. Si je devais juste avoir un message, c'est qu'il n'y a aucune fatalité. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux 1000 jours. C'est une période d'extrême sensibilité, donc de malléabilité. Donc on peut faire beaucoup de choses pour renforcer les facteurs d'abord protecteurs. Quand même, le message positif, c'est que si tout se passe bien et qu'on est dans un environnement favorable, en fait, on n'a rien à faire. Eh bien voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Il y a une autre question. On va peut-être pouvoir aller à votre rencontre. Une dame a levé la main. Merci de vous présenter en 2 mots quand vous prenez la parole. Et puis après, on accueillera un autre intervenant. Docteur Anne-Espérance Godlewski, et j'ai 3 casquettes. Je suis maman de 3 enfants. Je suis chirurgien dentiste avec une activité vers la pédodontie. Et je suis membre du groupe de travail parentalité pour les chirurgiens dentistes de France. Et on voit bien dans notre métier en tant que professionnel de santé qu'on a la possibilité d'apporter un environnement sécure à nos enfants. Et par contre, il reste un moment où on est fragile au niveau du congé maternité, en particulier la différence entre travail indépendant et salarié. Et vraiment, les 1000 premiers jours de nos enfants, je pense qu'on est favorisé, mais ce travail sur le congé maternité, le rendre efficient et rendre vraiment une sécurité pour la femme enceinte et la jeune mère, c'est un énorme travail à faire. Vous comprenez tout à fait l'enjeu autour? Absolument, je n'ai rien à rajouter. Merci pour votre intervention.